il y a des matchs nuls qui ressemblent à des défaites. Et puis, il y a ceux qui, paradoxalement, racontent beaucoup plus que le score affiché. Sénégal, RDC fait clairement partie de cette deuxième catégorie. Parce que oui, quand on prend du recul, quand on enlève l'émotion brute, ce match pose une vraie question de fond, pas seulement sur la rivalité entre le Sénégal et la RDC, mais sur l'évolution réelle de cette équipe congolaise dans cette Coupe d'Afrique des Nations et sur les certitudes ou les doutes du côté sénégalais. Avant le coup d'envoi, soyons honnêtes, le scénario semblait presque écrit d'avance. Un Sénégal solide, favori, installé dans son statut, une RDC encore fragile dans les têtes, marquée par une entame compliquée dans la compétition. Et une statistique qui revenait en boucle, la RDC n'a plus battu le Sénégal depuis des décennies, un poids historique qui finit toujours par s'inviter dans les débats, parfois même dans les esprits des joueurs. Mais le football africain a cette particularité. Il adore bousculer les évidences. Dans ce match, la RDC n'a pas gagné, c'est un fait, mais elle n'a pas perdu non plus. Et contre ce Sénégal-là, ce n'est pas anodin. Parce qu'on peut le dire, sans exagérer, la RDC est réellement entrée dans sa CAN ce soir-là. Pas dans les intentions, dans le jeu, dans l'attitude, dans la structure. Et c'est ça qui change tout. On a vu une équipe congolaise bien plus compacte, bien plus disciplinée défensivement, capable de souffrir sans exploser. Une équipe qui, au lieu de reculer par peur, a accepté le rapport de force, qui a parfois plié mais rarement rompu. C'est un peu comme une formation qui comprend enfin que dans ce genre de tournoi, tu ne peux pas toujours imposer ton football, mais que tu peux empêcher l'autre de dérouler le sien. Face à elle, le Sénégal a longtemps donné l'impression de maîtriser une première période globalement supérieure, une occupation du terrain plus cohérente, plus de présence dans le camp adverse. Mais cette domination avait quelque chose de trompeur. Elle était réelle, sans être décisive. Et dans ce genre de match, c'est souvent là que tout bascule. Parce que quand tu ne tues pas un match que tu domines, tu laisses une porte entrouverte. Et la RDC n'a eu besoin que d'un moment pour s'y engouffrer. Ce but congolais inscrit presque contre le cours du jeu résume parfaitement la soirée. Un Sénégal légèrement relâché, un couloir mal couvert, une frappe, un ballon qui traîne. Et derrière, l'efficacité froide de Cédric Bakambu, pas flamboyant dans le jeu, mais présent là où un attaquant doit l'être. Et soudain, le rapport psychologique change. Le Sénégal n'est plus tranquille. La RDC commence à y croire. Et c'est là que ce match devient vraiment intéressant à analyser. Parce que ce nul ne dit pas seulement que le Sénégal a été accroché, il raconte surtout qu'une équipe congolaise, qu'on disait fébrile, a montré un visage compatible avec les exigences d'une CAN. Individuellement, il y a aussi des signaux forts. Un joueur, notamment, a crevé l'écran côté congolais, Théo Bongonda. C'est simple, balle au pied, c'était quasiment le seul capable de déséquilibrer le bloc sénégalais. Dribble, prise d'initiative, capacité à provoquer, il a posé de vrais problèmes, y compris à un défenseur du calibre de Kalidou Koulibaly. Et ça, dans ce genre de tournoi, ça compte énormément. À l'inverse, tout n'a pas été parfait côté RDC, certains entrants ont peiné à peser, le collectif offensif reste encore irrégulier, mais l'essentiel n'était peut-être pas là. L'essentiel, c'était de montrer que cette équipe peut tenir tête à un favori sans s'effondrer mentalement. Côté sénégalais, le sentiment est plus contrasté parce que ce match aurait pu et peut être dû être plié bien plus tôt. La première période offre deux situations énormes à Ismaïla Sarr, deux occasions dans des zones idéales et deux ratés qui changent complètement la physionomie du match. À ce niveau-là, dans une CAN, ça ne pardonne pas toujours. Ce n'est pas une question de talent. C'est une question de timing, de confiance, de lucidité. Et forcément, quand tu vois ces occasions manquer, tu te dis que le match aurait été très différent. Avec un 2-0 à la pause, la RDC n'aurait pas eu la même audace. Le Sénégal aurait géré autrement. Mais le football ne se joue jamais avec des si. Ce qu'on retient au final, c'est que les deux équipes ont affiché un niveau globalement cohérent avec leurs ambitions. Pas parfait, pas définitif, mais suffisamment solide pour envisager une suite intéressante dans cette CAN. Dans la suite, maintenant, on va rentrer beaucoup plus en profondeur. On va décortiquer les choix tactiques, les erreurs récurrentes, les ajustements possibles et surtout ce que ce match nous apprend vraiment sur l'avenir du Sénégal et sur le potentiel réel de la RDC dans cette compétition. Parce que ce nul, loin d'être anodin, peut être le début de quelque chose. Maintenant, on va entrer dans le cœur du match, là où tout s'est vraiment joué. Pas dans les déclarations, pas dans les pronostics, mais dans les mécanismes, les détails, les choix parfois invisibles pour le grand public et pourtant décisifs. Parce que tactiquement, ce Sénégal-RDC est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. D'abord, parlons du plan congolais.
Ce qui frappe immédiatement, c'est la discipline. La RDC n'est pas venue jouer la possession, elle n'est pas venue imposer un rythme, elle est venue contrôler les espaces. C'est un peu comme une équipe qui accepte de laisser le ballon à l'adversaire, mais qui décide très clairement où le danger peut et ne peut pas venir. Bloc médian, ligne resserrée, distance très courte entre les milieux et la défense. Le Sénégal a souvent eu le ballon, mais rarement entre les lignes. Et ça, c'est capital. Parce que cette équipe sénégalaise est redoutable quand elle peut trouver ses joueurs offensifs dans le demi-espace face au jeu. Or, la RDC a volontairement fermé cette zone-là. Résultat, le Sénégal a été contraint de passer davantage par les côtés et c'est là qu'on voit toute la logique congolaise. Forcer les centres, forcer les situations prévisibles, miser sur la solidité axiale. Défensivement, les Congolais ont beaucoup mieux géré les appels dans le dos que lors de leur précédente sortie. Le bloc reculait ensemble, pas de panique, pas de sortie désordonnée. Et surtout, un vrai travail de compensation quand un latéral était attiré par le ballon. Côté sénégalais, la première mi-temps reste malgré tout intéressante. Le pressing est cohérent, les récupérations hautes sont là et le ballon circule assez vite. Mais il manque quelque chose, la justesse dans les derniers mètres. Et c'est là que le cas Ismaïla Sarr devient central dans l'analyse. Sur le plan tactique, son rôle est clair. Étirer le bloc, attaquer la profondeur, finir les actions. Sauf que dans ce match, il a surtout symbolisé les limites offensives du Sénégal. Peu d'impact dans le jeu combiné, des choix parfois tardifs et surtout ces occasions manquées qui pèsent lourd quand ton ailier droit ne pèse ni dans la création, ni dans la finition. Tout le système se déséquilibre. Et on l'a vu très clairement, Nicolas Jackson a dû multiplier les décrochages, parfois même déserter l'axe pour compenser. Résultat, moins de présence dans la surface, moins de fixation et un jeu offensif plus lisible. À l'inverse, quand on observe les entrées en jeu côté sénégalais, on comprend immédiatement ce qui a manqué. L'entrée de Iliman Ndiaye change complètement la dynamique. Pourquoi? Parce que Ndiaye, dans le cœur du jeu, apporte quelque chose de rare. La capacité à jouer dos au but sous pression, à résister au contact, à se retourner, à faire jouer les autres face au jeu. C'est exactement ce qui amène l'égalisation. Une prise d'information rapide, une conduite orientée, une frappe qui devient une passe décisive involontaire pour Sadio Mané. Et ce but-là, il est révélateur. Parce qu'il vient non pas d'un centre classique, mais d'une action axiale, dans une zone que la RDC avait pourtant bien protégée jusque-là. Côté congolais, offensivement, tout n'était pas fluide, mais il y avait une idée claire. Exploiter les transitions et les erreurs de placement. Et sur ce point, Théo Bangonda a été fondamental. Toujours disponible entre les lignes, capable d'éliminer sur la première touche, il a souvent obligé le bloc sénégalais à reculer plutôt qu'à avancer. Et c'est lui qui est à l'origine du but congolais en profitant d'un couloir laissé libre et d'un déséquilibre défensif. Sur ce but, il faut aussi le dire, il y a des erreurs individuelles côté Sénégal. Le couloir gauche mal fermé, un centre mal anticipé, une frappe mal repoussée. Et derrière, l'absence de marquage sur Cédric Bakambu. Et c'est là qu'on touche à un point clé. Ce match a été décidé sur des détails. Exactement ce qui fait la différence dans une CAN. Un mot aussi sur le milieu sénégalais et notamment Pape Gueye. Son match est très propre, solide, serein juste dans les sorties de balles. Son carton jaune est sévère et son influence aurait pu être encore plus visible sans cette sanction. Mais ce duo au milieu dans l'ensemble reste une base très fiable pour le Sénégal. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'équilibre offensif autour. Enfin, impossible de ne pas évoquer l'arbitrage. Sans entrer dans la polémique inutile, il faut reconnaître une chose. Les décisions ont manqué de cohérence. Pas de favoritisme clair, mais une accumulation d'erreurs, de coups de sifflet incompréhensibles, de cartons discutables. Et dans un match aussi tendu, ça n'aide ni le rythme, ni la fluidité. Dans la suite, on va prendre encore plus de hauteur. On va parler des erreurs de lecture fréquentes autour de ce match, des scénarios possibles pour la suite de la compétition et surtout de ce qu'il faudra observer dès les premières minutes lors des prochains matchs pour savoir si ces deux équipes sont réellement prêtes à aller loin. Parce que ce Sénégal RDC n'était peut-être qu'un avant-goût. Alors passons maintenant à ce que ce match révèle vraiment au-delà des 90 minutes. Parce que l'erreur serait de s'arrêter au score. L'erreur serait aussi de résumer cette rencontre à un simple « le Sénégal a déçu » ou « la RDC a surpris ». La réalité est plus subtile et surtout plus instructive. Commençons par casser quelques idées reçues. Première erreur fréquente, croire que la RDC a subi tout le match.
C'est faux. Elle a accepté de défendre, oui, mais subir, c'est défendre en panique. Or, la RDC a défendu avec intention. Elle savait exactement ce qu'elle voulait concéder et ce qu'elle refusait absolument. Conséquence, le Sénégal a eu le ballon, mais rarement le contrôle émotionnel du match. Et dans une CAN, c'est souvent ça qui fait la différence. Deuxième erreur, penser que le Sénégal a joué à 70%. Là aussi, attention, le Sénégal n'était pas au maximum, certes, mais il n'était pas en gestion non plus. Il a cherché à gagner ce match. Simplement, il a été confronté à une opposition mieux organisée que prévu, plus mature, plus patiente. C'est un peu comme une équipe qui arrive avec un plan A très solide, mais qui tarde à passer au plan B. Et justement, parlons de ces ajustements possibles. Pour le Sénégal, ce match pose une vraie question de hiérarchie offensive. Quand un ailier manque autant d'efficacité, quand le jeu devient trop prévisible sur les côtés, il faut trancher. Pas dans l'urgence, mais avec lucidité. Les options existent. Recentrer un créateur dans l'axe, densifier le milieu pour mieux contrôler les transitions. Accepter parfois de jouer avec moins de verticalité mais plus de maîtrise, ce sont des choix forts mais nécessaires si le Sénégal veut aller loin. Parce que le potentiel est là, l'expérience est là, le banc est là. Du côté de la RDC, le message est clair. Cette équipe peut rivaliser, pas forcément en dominant, mais en résistant, en frappant au bon moment, en restant dans le match mentalement. C'est fondamental dans un tournoi comme la CAN. Beaucoup d'équipes sortent non pas par manque de talent, mais par manque de solidité émotionnelle. La RDC, sur ce match, a montré qu'elle progressait énormément sur cet aspect. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il faudra surveiller sur les prochains matchs? Premier signal positif pour la RDC, 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 pour la RDC. Si le bloc reste compact dans les 15 premières minutes, si les sorties de balles sont propres, si les ailiers continuent de provoquer balles au pied, alors cette équipe est dans un bon jour. Signal d'alerte en revanche, si les latéraux sont trop hauts sans couverture, si le milieu se fait aspirer, si les transitions défensives deviennent brouillonnes, là, ça peut devenir très compliqué. Pour le Sénégal, c'est presque l'inverse. S'il y a rapidement de la fluidité axiale, si les milieux trouvent des joueurs face au jeu, si les appels sont mieux coordonnés, alors cette équipe redevient extrêmement difficile à contenir. Mais si le jeu se limite à des centres forcés, à des exploits individuels isolés, alors même des équipes supposées inférieures peuvent poser des problèmes. Et c'est là que cette rencontre prend tout son sens dans la compétition, parce que ce match nous dit une chose essentielle. La CAN ne pardonne pas les imprécisions. La CAN récompense les équipes qui savent exactement qui elles sont. La RDC commence à le comprendre. Le Sénégal, lui, doit encore affiner certains réglages. Rien n'est alarmant, rien n'est définitif, mais tout est révélateur. Enfin, un mot important. Le football africain mérite mieux que des débats caricaturaux. Pas de mépris, pas de certitude absolue, pas de haine entre supporters. Le football reste un jeu d'opposition, de style, de contexte. Analyse, passion, débat, oui. Provocation gratuite et raccourcie, non. Si cette analyse t'a aidé à mieux comprendre ce Sénégal RDC, n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à donner ton point de vue en commentaire. Le débat intelligent fait avancer le football. Dans la prochaine analyse, on se projettera sur les affiches à venir et sur les équipes qui discrètement sont peu être en train de devenir les vrais dangers de cette CAN. D'ici là, prends soin de toi, respect du jeu, respect des équipes. Avant de refermer complètement cette analyse, il reste encore quelques angles essentiels à aborder. Des choses plus discrètes, moins visibles à l'œil nu, mais qui font souvent la différence entre une équipe qui passe un tour et une équipe qui va très loin. Commençons par les synergies, parce que dans un tournoi comme la CAN, ce sont rarement les individualités seules qui font la loi. Côté Sénégal, on le voit très clairement. Quand Iliman Ndiaye évolue proche de Sadio Mané, le danger augmente immédiatement. Pourquoi? Parce que Mané n'est jamais aussi fort que lorsqu'il reçoit le ballon lancé face au jeu avec de l'espace. Et Ndiaye est précisément ce type de joueur capable de créer ces conditions, soit par le dribble, soit par la conduite orientée, soit simplement par son intelligence de placement. À l'inverse, quand Mané est trop isolé, obligé de provoquer à l'arrêt face à plusieurs adversaires, son rendement baisse. Il fait les efforts, il défend, il aide, mais il perd en tranchant offensif. Et ça, c'est un signal tactique à ne pas ignorer pour la suite. Autre synergie intéressante, le double pivot sénégalais. Il sécurise énormément l'équipe, mais il doit être soutenu par des profils capables de se projeter entre les lignes. Sinon, le jeu devient trop plat, trop horizontal. Et donc plus facile à défendre.
Côté RDC, la relation entre Théo Bongonda et le reste du bloc offensif est encore perfectible, mais elle est prometteuse. Quand Bongonda est servi tôt, quand il peut provoquer dans le bon tempo, toute l'équipe respire. Les lignes montent, les milieux se projettent et surtout la défense adverse recule. C'est exactement ce qui s'est produit sur le but congolais. Ce n'est pas un exploit isolé, c'est une action cohérente née d'un déséquilibre provoqué volontairement. Maintenant, répondons rapidement à quelques questions que beaucoup de supporters se posent. Pourquoi la RDC semble plus solide que prévu? Parce qu'elle joue avec moins de naïveté. Elle ne cherche plus à tout prix à dominer, mais à exister dans le match. Pourquoi le Sénégal peut inquiéter malgré ce nul? Parce que les occasions sont là, les structures sont là, il manque surtout de la précision, pas des idées. Pourquoi ce type de match est typique de la CAN? Parce que la CAN est une compétition de détails, d'erreurs minimales, de gestion émotionnelle. Et ce match en est une parfaite illustration. Si tu veux suivre ces équipes comme un supporter expert sur les prochains jours, voici une petite checklist simple et efficace. Regarde les 15 premières minutes, intensité, placement, pressing. Observe les distances entre les lignes. Repère qui touche le ballon sous pression. Note les zones où les équipes acceptent de défendre même. Analyse les transitions après perte de balle. Avec ça, tu comprendras très vite si une équipe est dans un bon jour ou non. Dernier point, et il est important, le football n'est jamais une science exacte. Il n'y a pas de certitude absolue. Pas de jamais, pas de toujours. Le Sénégal peut encore monter en puissance. La RDC peut continuer à surprendre. Et c'est précisément pour ça qu'on aime cette compétition. Respect des joueurs, respect des nations, respect du jeu. Si cette analyse t'a apporté de la valeur, pense à t'abonner, à liker et surtout à partager ton avis en commentaire. Le débat construit, argumenté, passionné, c'est ce qui fait vivre le football. On se retrouve très vite pour la prochaine affiche, la prochaine lecture tactique et la prochaine histoire que seule la CAN sait raconter.